Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui parler de la future autorité de suivi en matière de vigilance. Donc vous le savez, nous l'avons déjà évoqué sur ce podcast, la directive européenne CS3D telle qu'adoptée en juillet dernier prévoit l'arrivée d'une autorité de suivi et c'est quelque chose qui sera vraiment une nouveauté par rapport à la loi française que nous avons aujourd'hui. Alors nous ne savons pas encore qui sera cette autorité en France. Il n'y aura pas a priori de scoop dans ce podcast, mais cela ne nous empêche pas de nous préparer à la transposition et d'échanger sur les enjeux liés à cette future autorité. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Van Der Broek. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu es docteur en droit et sociologie. Et Yanis Benraou. Bonjour Yanis. Bonjour Charlotte. Que tu es déjà venu d'ailleurs sur le podcast pour parler de la commande publique. Et donc, tu es doctorant en droit public. Et donc, vous êtes tous les deux membres de l'Observatoire de l'éthique publique et vous venez donc à ce titre de publier un rapport qui est intitulé, je cite, « CS3D pour une autorité de contrôle française ouverte aux parties prenantes ». Alors, merci beaucoup d'être là. On va parler donc de ce rapport. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un peu l'état des lieux au niveau européen, le contexte peut-être, et les attentes textuelles donc, qui sont posées par la directive sur cette autorité de suivi? Bah oui, absolument. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte à la fois européen, mais aussi global, c'est important de retracer pourquoi la directive a été adoptée, ou en tout cas proposée dès 2020. En réalité, il y avait vraiment un gap, un peu un vide juridique sur la responsabilité des multinationales par rapport à leurs obligations sociales et environnementales dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, on le sait, il y a eu du droit mou qui a été un peu organisé au niveau international avec les principes directeurs des Nations Unies en 2011, où le devoir de due diligence a pour la première fois été imaginé par John Ruggie. Et par la suite, donc la France a été le premier pays à adopter la loi du devoir de vigilance en 2017. Donc la directive, la CS3D, rentre dans ce contexte-là où le législateur européen a essayé de mettre en place son propre agenda pour essayer d'harmoniser les obligations sociales et environnementales dans son marché interne pour qu'il n'y ait pas des avancées nationales qui se fassent de manière différente pour créer une cohérence. Donc, l'adoption de cette loi a été faite l'année dernière. En ce moment, je pense que on va profiter du moment dans lequel on enregistre ce podcast pour parler des débats omnibus, la proposition omnibus qui vise pour la Commission européenne à simplifier donc les directives qui concernent les obligations RSE. Ouais. Mais notre point de vue, c'est que la simplification, c'est en réalité plus ôter les directives de leurs principales obligations et c'est très dangereux. On va vers une dérégulation. Dérégulation qui est en fait aussi contextuellement un peu à la mode en ce moment, où on va vers de plus en plus de libéralisme dans un contexte global très critique de la charge administrative et de la norme en général. Donc on voudrait aussi informer et puis et faire attention à ce que ça pourrait provoquer. C'est vrai que on n'est pas là pour parler de ça, mais pardon, je t'ai coupé Yanis, mais c'est vrai qu'il y a une différence d'annonce qui était là au début de simplifier les charges qui pèsent sur les entreprises et s'attaquer aux obligations. Enfin, alors je vais enlever CSRD qui est un peu différent, mais CS3D.
soit il y a une obligation, soit il n'y a pas d'obligation. C'est quand même difficile de simplifier l'esprit même et le contenu de l'obligation, à part en jouant sur les seuils, de l'obligation de vigilance, parce que c'est déjà une obligation de moyens et c'est déjà une obligation qui est caractérisée par les risques et la situation de l'entreprise. Donc, très compliqué à concevoir l'idée de simplifier une obligation. Voilà, ça. Pour un juriste. Et en fait, on voulait commencer par là aussi parce qu'on considère que on fait un peu de théorie, que ça fait partie de notre rôle de parler de ce genre de choses-là. Et aussi de ramener un peu de politique dans ce débat. Et on va t'expliquer ensuite pourquoi on rattache ça à notre note, hein, parce que notre note, l'idée, c'est une approche démocratique. C'est qu'on voulait également souligner le fait que derrière le discours qui se concentre sur la charge administrative, la simplification, la compétitivité, déjà, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est des discours qu'on retrouve... j'ai pas envie de faire de la provocation, mais je pense que c'est bien de l'avoir en tête, ces discours qu'on retrouve lors de l'instauration de la normalisation comptable au début du XXe siècle. En gros, tout le monde allait mourir à ce moment-là quand on écoutait le discours de certaines personnes. C'est des discours qu'on retrouve lors des débats autour de la loi Jules Ferry en 82, qui instaure l'école pour tous, et du coup, de fait, la fin du travail des enfants. Et c'est des discours qu'on retrouve dans les tribunaux de commerce au moment de l'abolition de l'esclavage. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et aussi parce qu'il ne faut pas être naïf. Même des personnes de bonne foi... il y a vraiment des questions à aborder sur la question de la charge administrative. Mais ensuite, derrière, il faut avoir en tête le fait que ça peut dissimuler d'autres enjeux parce que le moment politique, il fait suite à l'élection de Trump. L'idée de compétitivité, elle, consiste à se délester du poids de la régulation pour pouvoir tenir le rythme face aux entreprises américaines et chinoises. Mais il ne faut pas oublier que ce moment est bien politique, c'est une vision du monde qui nous est proposée, et la remise en cause des régulations, elle s'accompagne d'une remise en cause des discours et des conquêtes féministes, antiracistes, environnementales. Je donne un exemple, quand Zuckerberg entend être adoubé par Trump, il parle de la charge administrative, mais il nous dit aussi qu'il faut remettre de l'énergie masculine dans l'entreprise. Et je pense que tous les experts qui parlent du devoir de vigilance en ce moment doivent avoir cet arrière-plan dans la discussion. C'est-à-dire que ces voix-là contre la régularisation, contre les changements, on les a toujours entendues, mais là, aujourd'hui, elles ont une place qui est complètement disproportionnée. On leur donne le véhicule pour donner leurs idées et ils ont de plus en plus une énorme influence sur la régulation alors qu'avant on les écoutait beaucoup moins et ça permettait de conserver le débat autour des expertises, autour des parties prenantes et là aujourd'hui on est dans un mouvement inverse où on enlève l'expertise et on consulte des personnes, des acteurs, les mauvais acteurs. Ou en tout cas, pas tous. Tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'on demande aux experts, aux entreprises, aux cabinets de ne pas se rendre aveugle à ces enjeux et en gros, concrètement, de regarder ce qui se passe à leur droite. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver de la CS3D, mais ça ne change rien, je pense, quand même, aux discussions et à l'intérêt d'avoir parlé d'un contrôle du devoir de vigilance via cette autorité de suivi, qu'elle soit européenne, peut-être française, on ne sait pas s'il n'y a pas l'Europe. Voilà, donc on y va. Alors, la directive, à l'origine, met en place toute une sorte d'obligation pour prévenir les incidences négatives dans les chaînes d'approvisionnement, des obligations pour les entreprises de mettre en place des plans climatiques, mais aussi une obligation qui est pour les États. Chaque État membre va devoir désigner une autorité de contrôle, en anglais une supervisory authority, donc la traduction directe, ce serait une autorité de supervision. En France, on a décidé que la traduction serait autorité de contrôle, mais je pense que c'est quand même intéressant de dire que c'est plus un rôle de supervision et pas seulement celui de contrôle. Donc avec une double casquette, avec des compétences de sanction, d'enquête de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises et dans leur chaîne d'approvisionnement, et un rôle aussi d'accompagnement, de conseil, de présentation des bonnes pratiques pour les entreprises. Et peut-être souligner le fait qu'un des gros changements qui accompagnent la directive par rapport à la loi française,
c'est que l'on ne se concentre plus uniquement sur la responsabilité civile. On ajoute justement ce dont parlait Sarah, l'idée de supervision administrative préventive. L'enjeu, ce sera donc, et c'est ce dont on essaie de parler dans notre étude, l'enjeu, ce sera de permettre à la responsabilité civile de survivre à la supervision de la vigilance, de réellement en faire deux mécanismes complémentaires, et du coup qu'un coup près, autrement dit une sanction incitative, existe réellement. Ce qui n'exclut pas le rôle d'accompagnement par l'administration, mais ce qui doit être pensé d'un point de vue stratégique et pratique. C'est aussi l'idée de l'autorité quand on regarde pourquoi est-ce que le législateur européen pense à une autorité pour le devoir de vigilance alors qu'il n'y a pas une telle autorité par rapport aux obligations de reporting dans la CSRD. C'est parce que c'est très important que ces obligations soient pensées au niveau régional, parce qu'on ne peut pas avoir des obligations qui sont mises en place de manière différente dans chaque État membre. Donc aussi, le rôle des autorités, ça va être de provoquer une cohérence européenne. Et ça va être fait grâce aussi à un network des autorités de contrôle qui vont être en lien à Bruxelles par rapport à comment est-ce qu'elle contrôle, comment elle supervise le devoir de vigilance. Peut-être qu'on peut passer au cœur de la note et commencer par parler de la méthode de travail. Parce que l'idée générale de l'étude, ça a été de prendre la démocratie et la participation des parties prenantes comme un fil rouge pour se demander quelles caractéristiques retenir pour la future autorité de supervision. Et pour faire ce travail, on a combiné les différentes approches européennes à ce stade aux pratiques des autorités de régulation françaises déjà existantes sur d'autres sujets, comme autant de bonnes ou de mauvaises pratiques à intégrer ou éviter pour la future autorité. Peut-être, je te coupe, parce qu'on a parlé d'autorité de supervision, contrôle, et là, tu as mentionné autorité de régulation. Donc, moi, je vois à peu près la différence ou à quelle autorité tu fais référence, mais peut-être vous pouvez expliquer s'il y a une différence, en fait, entre la régulation et quelle autorité peut-être française existe déjà, que les entreprises peuvent connaître, et cette future autorité de supervision. D'un côté, j'ai envie de te dire qu'on peut les envisager comme des synonymes. Ensuite, d'un point de vue un peu théorique, on peut peut-être poser une différence. L'idée de supervision, qui se prête bien, on pense à cette autorité-là. L'idée de supervision, c'est d'avoir un contrôle qui s'intègre dans la gestion interne de l'entreprise. C'est de vérifier que la gestion interne de l'entreprise est conforme aux attentes de fonctionnement du régulateur. Et en plus de cette ingérence dans le fonctionnement de l'entreprise, l'idée, c'est aussi un accompagnement pédagogique. Souvent, quand on parle de supervision, c'est de ça dont on parle. Donc, c'est une branche de la régulation. D'accord. Et ici, je pense qu'il est aussi important de noter que le texte de la directive dit pas qu'il devrait y avoir qu'une seule autorité, mais qu'elle peut être... il peut y en avoir plusieurs pour justement avoir un bon suivi de chacun des mandats, donc son mandat accompagnement, supervision, conseil, ne devrait pas n'est pas obligé que ce soit géré par la même autorité que celle qui organise la sanction derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui a été pointé du doigt par la société civile, où nous on posait des questions à dire comment est-ce que vous envisagez cette autorité, et ils nous ont dit mais on peut pas avoir à la fois un organisme qui fait la sanction et l'accompagnement, en fait. Ça peut pas être les mêmes personnes. Et d'ailleurs, dans celles qui existent en France, elles font les deux. Je pense à la CNIL. Et justement, nous, on a essayé de s'attarder sur notamment celle qui a été pressentie pour récupérer les fonctions, parce que c'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Donc, on s'est plutôt concentré sur celles qui sont pressenties pour récupérer les prérogatives de devoir de vigilance. Donc on s'est concentré sur l'AMF, l'AFA et la Haute Autorité de l'Audit. Mais on a aussi intégré à notre étude celles qui nous paraissent pertinentes, comme la CNCDH, le PCN ou le Défenseur des droits, pour un peu opérer une comparaison. Et je ne sais pas si tu veux qu'on te donne des exemples sur ce que concrètement... Non, peut-être pour bien comprendre votre logique... Donc, l'AFA, l'AMF et la H2A, c'est quand même plutôt des institutions qui, j'allais dire, ont l'habitude de parler aux entreprises. Enfin, en tout cas, qui arrivent à avoir un regard sur des pratiques d'entreprise et des démarches et des politiques d'entreprise. À l'inverse, enfin, si le PCN quand même, mais c'est un organe très particulier de médiation, là, pour le coup, par rapport à des recommandations d'entreprise. Mais Défenseurs de droits, la CNCDH, c'est pas leur premier...
premier mandat, si je puis dire. Exactement. Même si, et ils sont plus spécialisés droits humains, pour le coup. Et c'est pour ça que pour nous, l'idée, c'était d'envisager une structure qui puisse être un hybride entre le défenseur des droits et l'AMF. C'est-à-dire casser la figure un petit peu de l'autorité de régulation, un peu coupée de la société civile, tout en ayant un fonctionnement qui permet d'avoir des expertises vraiment très pointues sur des questions de régulation économique. Donc vous préconisez, donc, ce que je comprends, hein, une nouvelle autorité, enfin en tout cas un nouveau type d'autorité, ou je sais pas. Oui. Un fonctionnement dû un peu à la innovant. spécificité de vigilance qui demande un processus de conformité. C'est pas le gros mot conformité tick the box, c'est conformité, effectivité, et l'association avec les parties prenantes et le fait que ce soit des enjeux particuliers. Ouais, en fait, on essaie dans la note de vraiment mettre en avant plusieurs enjeux très particuliers à la spécificité du devoir de vigilance. Parmi elles, donc l'expertise et le besoin vraiment d'avoir des personnes qui travaillent au sein de l'autorité, qui ont une connaissance des droits humains, une connaissance des risques des chaînes d'approvisionnement. Et aujourd'hui, dans les autorités de régulation financière françaises, on remarque que si on parle de l'AMF, ils n'ont pas du tout cette connaissance-là. Ils sont beaucoup plus axés sur une expertise financière et de protection consommateur, mais pas forcément sur les risques dans les chaînes d'approvisionnement. En fait, pour compléter ce que tu disais, on n'a pas voulu se limiter à une vision strictement formelle des enjeux qui vont diriger à la création de cette autorité ou à la construction de cette autorité. Si je prends l'exemple de l'indépendance ou de l'expertise, donc on voulait prendre le temps d'expliquer finement les enjeux juridiques qui accompagnent l'indépendance et l'impartialité, mais on ne voulait pas se limiter à ça. Et par exemple, du point de vue de l'indépendance par rapport au pouvoir politique, on disait que certes, on peut calquer le modèle de l'autorité administrative indépendante comme un peu figure de l'autorité de régulation en France, mais prendre des considérations sociologiques, le fait de se dire que nommer un ancien juge d'instruction spécialiste de ces sujets, c'est pas pareil que nommer un énarque qui est proche de l'administration centrale du point de vue de l'indépendance. Si on continue sur l'expertise, décider de l'expertise existante au sein de l'autorité, c'est aussi un enjeu du point de vue de l'indépendance. Si on procède à des simplifications, on peut constater qu'il y a deux modèles de composition des collèges d'autorités administratives indépendantes en France. Le premier, plutôt orienté vers des praticiens issus du secteur marchand. Le second, plutôt orienté vers des enseignants-chercheurs et représentants des parties prenantes. Ce qu'on propose, c'est de construire un peu un hybride entre les deux. Si on prend l'exemple de l'AMF ou de la Haute Autorité de l'Audit, on a surtout des gens qui viennent de l'entreprise ou des cabinets. Si on prend l'exemple de la CNIL, la définition des personnes compétentes, elle est différente parce qu'on s'intéresse aux personnes, je cite la loi, qui ont une connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, ce qui fait que là, dans le collège, on a des enseignants-chercheurs. Et c'est ce genre de construction qu'on propose pour avoir un modèle de régulation économique, certes, mais encastré dans la société civile. En gros. Je pense que par rapport à l'expertise, c'est aussi important de se tourner vers d'autres exemples qui sont en ce moment en cours d'imagination dans des autres États membres. Et il y a par exemple la Norvège, donc, qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais qui est quand même visé par la CS3D, puisqu'il fait partie de l'espace économique européen, et donc qui a une loi. Donc on a un exemple d'une autorité qui a été mise en place, qui est un très bon exemple, parce que là, il y a eu vraiment des personnes qui venaient de l'Institut norvégien des droits humains pour conseiller en fait la fabrication comment créer cette autorité. Donc ça, c'est un bon exemple. Et à l'inverse, on a aux Pays-Bas, alors elle n'est pas encore officiellement nommée, mais dans les discours politiques qu'on voit en ce moment, ça va être l'ACM, donc l'autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés, qui va être normalement nommée comme autorité de supervision du devoir de vigilance. Et ici, même dans les discours publics, ils disent effectivement, on n'a pas du tout connaissance des risques des chaînes d'approvisionnement, mais par contre, on a une bonne connaissance de notre marché interne, donc on pense qu'on est quand même les mieux placés
pour cette autorité parce qu'on sait ce que les entreprises mettent en place, on est en contact avec elles et donc notre proximité avec ces grosses multinationales nous permet de pouvoir les accompagner là-dedans. Sauf que du coup, on manque tout à fait le coche de ce qu'imagine le devoir de vigilance dans la directive, parce que ça ne va pas du tout dans la direction d'imaginer une meilleure chaîne d'approvisionnement, quoi. Peut-être un dernier point sur Oui, vas-y. Je veux dire, un dernier point, un élément qu'on essaie de pointer comme risque du point de vue de l'expertise. Moi, en thèse, je travaille sur la compliance, donc ça me parlait particulièrement de dire attention à ce que l'interopérabilité des domaines de la compliance permette pas de résoudre la problématique d'expertise qu'on va avoir, parce qu'il y a un discours qui existe, qui est de dire les gens qui connaissent les outils de management des risques sont les experts qui vont pouvoir s'occuper de la supervision. La fois, typiquement. Oui, par exemple. Oui. C'est vrai que c'est l'argument qui est de dire elle existe déjà et puis on a les mêmes étapes de process de conformité. Et il y a des gens qui ont des offres de conseil qui vont toucher à la fois la protection des données, la corruption, le devoir de vigilance, etc. Et que ça, c'est utile pour savoir faire une cartographie des risques, mais ça doit être complété par d'autres approches, nécessairement. Sinon, c'est un problème. Et encore, pour faire des cartographies des risques vigilance, c'est vraiment très spécifique, même par rapport aux cartographies des risques de corruption. Le résultat d'avoir ça aussi, c'est que, encore une fois, on revient qui vont être les personnes qui définissent les plans de vigilance. Et là, aux Pays-Bas, du coup, dans ces discours politiques, ils nous disent, donc le président de l'ACM dit alors on va mettre en place les devoirs de vigilance, mais par contre, il faut faire très attention à ce que ça ne produise pas des charges administratives qui vont être un poids énorme pour les entreprises. Et en fait, du coup, c'est cette voix-là qu'on entend. Oui. Donc, c'est un parti... on revient à la discussion du début, mais ce que vous dites, c'est que c'est un parti pris, mais même en termes de sécurisation juridique des entreprises, ça ne leur permet pas, eux, de savoir exactement ce qu'on attend d'elles. Et aussi l'appropriation par là je vais parler des parties prenantes sociétés civiles, on va dire, les ONG, mais aussi les syndicats, parce que je pense notamment qu'en France, le rôle des syndicats est particulier, vraiment particulier, en fait. Bien sûr, partie prenante interne. Ils vont continuer à challenger les entreprises, même avec une autorité de suivi. Et donc, il y a quand même un rôle d'acceptabilité, je peux dire, de cette future autorité, y compris pour sécuriser les pratiques des entreprises. Et si on veut des propositions concrètes, des fonctionnements concrets, il faut aussi que ce soit des gens qui soient directement concernés par le sujet qu'ils proposent. C'est difficile depuis simplement un bureau de comprendre comment on va contrôler une chaîne d'approvisionnement. Non, bien sûr. Non. Mais donc il faut une légitimité des personnes dans les compétences et une représentativité. Complètement. C'est pour ça qu'on disait le prisme central, ce qui traverse toute notre note, c'est l'idée de démocratie, d'ouverture aux parties prenantes. Et ça passe aussi du coup par une autorité transparente qui a vraiment une volonté de transparence, qui rend compte de son activité. Et ça passe également par l'inclusion des parties prenantes dans les procédures. C'est-à-dire que quand on a un rapport étayé... Et ça, vous l'avez imaginé, parce que je ne le vois pas... Oui, alors quand il y a un rapport étayé qui est cité d'ailleurs par la directive, on va dire que c'est une alerte aujourd'hui chez nous. Donc là, c'est plutôt la partie pouvoir d'enquête et de contrôle qui est attribuée à l'autorité. Mais avant de passer à ça, peut-être sur la partie conseil, accompagnement, comment on pourrait envisager ce rôle, parce que les entreprises ont déjà du mal à le faire, ce dialogue avec les parties prenantes. Hein. Est-ce qu'on pourrait, ça serait quoi, des représentants de parties prenantes? Je vous demande pas une réponse tout de suite, mais... Non, c'est un réel enjeu. Je pense que là encore, on peut essayer de s'inspirer sur d'autres modèles qui existent déjà. Alors, aux Pays-Bas, donc il y a cette ACM, mais il y a aussi le Conseil économique et social qui propose la rédaction des accords sectoriels qui sont négociés en prenant en compte 3 parties prenantes, donc les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. Et en fonction du secteur, il y aura différentes parties prenantes qui entrent en jeu. Et donc, le Conseil social et économique
a mis en place une dizaine d'accords comme ça, qui sont du coup qui rédigent des guidelines, des directives pour que chaque entreprise puisse se baser là-dessus en disant alors ça c'est ce que les autres entreprises de mon secteur font. Et c'est des accords qui ont été discutés par plusieurs parties prenantes. Donc, quand on parle aux entreprises, elles nous disent des guidelines, ok, mais il faut que ce soit très ajusté à nos besoins, parce que si c'est très général, ça ne nous servira à rien. Donc ça, il faut l'entendre. Donc je pense que ça peut être une très bonne direction d'adopter une approche sectorielle. Et en termes de de format... Mais au point d'avoir peut-être des autorités, parce qu'on a la possibilité du coup d'avoir des autorités différentes, mais ça c'est pas ce que vous, par secteur je veux dire, ou de rajouter, parce qu'elles existent ces autorités de régulation sectorielle, de rajouter un mandat à vigilance à ces autorités existantes. Là-dessus, nous on était plutôt pour... une autorité qui traite de tous ces sujets aussi parce que... Transverse aussi parce qu'on pense qu'il est important d'avoir une vision commune sur l'environnement et les droits humains. En gros, c'est aussi théorique, mais d'arrêter de séparer nature et culture systématiquement. Donc on est plutôt d'avis d'avoir une seule autorité pour tous ces sujets, aussi pour sa compétence. Je pense que ce sera intéressant pour elle d'avoir une vision plus transversale. Mais l'idée, c'est d'inclure les parties prenantes dans son fonctionnement aussi pour comprendre comment fonctionnent vraiment les choses et les parties prenantes et du coup les entreprises également. Et ça pourrait être, demander des avis aux autres autorités sectorielles. Exactement, jouer le rôle de plateforme, plateforme pour construire des compromis. Okay. Et, mais quand même bien différencier les différentes casquettes, celle d'accompagnement et celle de sanction et enquête, devraient être très distinguées, voire même ne pas faire partie des mêmes équipes, en fait. En Allemagne, par exemple, il y a la BAFA, qui est l'autorité de contrôle qui est désignée pour la loi sur le devoir de vigilance allemande. Et la BAFA demande énormément de conseils sur d'un helpdesk, qui s'appelle... donc, c'est juste un organisme à part qui recrute des avis et des informations de toutes les parties prenantes via un mécanisme d'alerte ou de... Mais qui existait avant dans ce helpdesk. Le helpdesk, il existait avant, mais il a été plan d'action entreprise droits de l'homme, c'est ça? Voilà, exactement. Il a été formellement donc lié à l'exercice de la BAFA. Est-ce que c'est possible en France? Je veux pas j'allais dire que si je peux faire mon cocorico, ouais. ça existe déjà au sein de l'AFA. L'AFA, dès sa construction, elle a pensé une muraille de Chine entre ses compétences de conseil et ses compétences de contrôle. Et à chaque fois qu'elle a mis en place ou développé des guides ou des recommandations, en fait, elle a pondu une première version qu'elle a rendue disponible à tout le monde pour recevoir des retours. Et du coup, il y avait des retours des ONG, des entreprises sur la construction de la recommandation. Mais finalement, il faut que la lecture qui aboutit à la dernière version, elle se fasse aussi par des personnes concernées. Donc si c'est juste une expertise un peu de niche qui s'occupe de la relecture, il faut que les parties prenantes relisent aussi le document final pour le pondre collectivement. Ah, absolument, mais pour garantir l'effectivité, l'efficacité de l'autorité, il faut qu'on donne des guidelines et qu'ensuite on évalue les entreprises sur la base de ça. Il faut juste promouvoir une cohérence. C'est ce qui manque à la loi française aujourd'hui. Il manque de cohérence. De vigilance. En l'absence de décision de juge, où on en a une, etc., c'est le savoir exactement ce qu'on peut attendre en termes pratiques de l'entreprise sur son obligation de vigilance, autre que il faut une carto, il faut différentes étapes. Sinon on ne peut pas sanctionner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend des entreprises. Elles nous disent plutôt... elles déplorent l'incertitude juridique dans laquelle on se retrouve maintenant, même avec Omnibus. Mais c'est pas pour dire il faut pas Omnibus. C'est aussi pour dire dites-nous finalement ce qu'on doit faire. Quelles vont être les obligations. Et alors sur la partie enquête et contrôle, vous préconisez aussi finalement, de ce que j'ai compris de votre rapport, que du fait de la spécificité vigilance, il y a peut-être des nouveaux moyens d'enquête à développer ou à imaginer, de contrôle, d'outils pour l'autorité. Alors,
Oui, et juste avant, je donnais l'AFA comme exemple. Oui. Là, je pense qu'à l'inverse, Ouais. c'est un contre-exemple. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une enquête purement administrative version AFA où on prévient qu'on arrive, et ça fonctionne sur une base de coopération. Il va falloir des contrôles inopinés. Mais l'AFA peut être aujourd'hui saisie comme l'autre future autorité par n'importe quelle partie prenante ou ONG ou personne qui se sent victime. Elle reçoit des signalements. D'accord. Il y a une saisine vraiment consacrée par des autorités institutionnelles, mais ensuite c'est juste des alertes parties prenantes. Là, c'est moins formalisé. C'est moins formalisé, Ouais, mais oui, c'est possible. elle reçoit des signalements, et elle peut diligenter une enquête D'accord. à la suite des signalements. Ok. C'est considéré comme une enquête qu'elle a décidée elle-même. Dans ce cas-là. D'accord, ok. Alors on revient, parce que là, l'autorité de vigilance, il est formellement indiqué, il est conseillé, Rapport étayé. recommandé qu'elle soit saisie par les parties prenantes sur des faits. À la suite d'un rapport étayé, Voilà. effectivement, Ok. et une procédure qui encadre ensuite le début suite à rapport étayé. Mais en tout cas, il ne faut pas un contrôle purement administratif parce qu'il faut de l'inopiné, il faut de la saisine. Le devoir de vigilance rend obligatoire ce type de dispositif, et du coup, il faut un fonctionnement avec le juge et la police judiciaire. Donc ça, c'est plutôt des enquêtes hybrides, Même et ça, on connaît déjà. à l'étranger, en France. Et de la parce que coopération. la- Et là-dessus, je pense que c'est l'AMF qui est le plus intéressant, D'accord. parce qu'elle a déjà ce type de contrôle hybride, et qu'elle a déjà des mécanismes de fonctionnement avec les autorités étrangères, où on a des autorités, même en dehors de l'Union européenne, qui font les contrôles pour l'AMF avec des autorités de police. Donc je pense que là-dessus, c'est l'AMF qui est la plus grande source d'inspiration aujourd'hui. Peut-être l'autorité de la concurrence aussi. Et très bien. Il y a autre chose que vous voulez mettre en avant On voulait aussi finir sur... donc, quand même insister sur le besoin de cohérence donc, au sein de l'autorité, mais j'ai envie de dire même au sein de toute l'appareil juridique en ce moment qui se propose, parce que comme on disait avant, il y a une autorité par rapport au devoir de vigilance, mais pas sur les autres directives comme la CSRD. Et ça, c'est aussi à déplorer que là, il y a une multiplication des différentes entités qui vont s'occuper de certes. L'une va être en charge du reporting. Excuse-moi, je précise, parce qu'en fait, en général, les entreprises connaissent la H2A, qui ont rapport avec la CSRD, mais la H2A n'a pas un rôle de surveiller l'application de l'obligation de reporting. Elle est par rapport au vérificateur. C'est Oui, ça, je exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas effectivement l'équivalent d'une autorité qui se dit « je vais regarder les rapports de durabilité de l'entreprise et vérifier si elles ont bien répondu à la double matérialité et à l'obligation de reporting ». Si ce n'est quand même les vérificateurs qui sont censés fournir une assurance limitée sur ce qui est publié. Exactement. Mais si on voit la CSRD comme une obligation de dire... Oui. Et la CS3D comme une obligation de faire. C'est pas si on voit, hein, je crois que on peut le dire, c'est le cas. Oui, c'est parce que comme ces deux textes sont très complémentaires, il faut aussi imaginer les autorités qui vont les mettre en place comme complémentaires et en tout cas en lien. Et aujourd'hui, sur le paysage français, on se demande comment est-ce que la haute autorité de l'audit et la future autorité de supervision sur le devoir de vigilance vont entrer en lien à la fois avec les parties prenantes. Donc il faut essayer d'imaginer quelque chose de cohérent. Et le point... Vas-y. Pardon, j'allais juste te dire que le point de départ est déjà dommage, c'est qu'on n'a pas pensé ces textes ensemble. Ils sont très complémentaires, mais ils n'ont pas été pensés ensemble. Voilà. Donc... oui, et on peut même rajouter alors ce ne seront pas des autorités, mais les ministères et départements qui seront en charge, qui sont déjà du règlement déforestation, du règlement batterie, du règlement des produits issus du travail forcé, sachant que c'est ni plus ni moins que de la vigilance approfondie en fait, mais c'est pas tout à fait quand même les mêmes autorités qui vont contrôler. Mais il y a une cohérence à avoir dans la définition ça porte de sur l'obligation les mêmes sujets de vigilance. Et dans les politiques d'entreprise. En tout cas, ça va être géré par les mêmes personnes à l'intérieur de l'entreprise, qui, elles, vont devoir être en lien avec énormément de différentes parties prenantes à l'extérieur. Donc, essayons de faciliter ça aussi. Et je ne parle pas de simplification. Puis on a une perte de pertinence ou d'expertise au sein de la force publique, disons. Quand on a des acteurs qui, eux, pensent systématiquement les choses ensemble, et tant mieux. Quand on a aussi des cabinets qui pensent systématiquement les choses ensemble, et une administration qui fonctionne en silo. On y perd du point de vue de l'expertise. Très bien. Merci. Donc là, la prochaine étape, c'est quand même de voir si on va avoir une CS3D. A priori, si elle vient quand même, ce ne sera pas l'autorité de suivi qui sera remise en cause tout de suite, en tout cas.
Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.